Il s'est moqué du juge, a humilié le garçon qui se tenait à côté de lui, et a pensé que la salle d'audience protégerait ses mensonges. Mais dans les 5 prochaines minutes, le marteau ne fera pas que mettre de l'ordre, il apportera un conte qu'il n'a jamais vu venir. L'air dans la salle d'audience était immobile, comme le moment avant qu'une tempête ne brise le ciel. Le bourdonnement sourd des papiers mélangés et des conversations murmurées s'était arrêté à l'instant où la voix de Gerald Kane a tonné sur les murs lambrissés. Son ton n'était pas seulement fort, il était venimeux, mêlé de droit et d'un dédain qui semblait trop audacieux pour une salle aussi solennelle. « Toute cette cour est une blague », a-t-il claqué, agitant les bras comme s'il balayait des mouches invisibles. Sa voix résonnait sous le plafond voûté, rebondissant entre des expressions choquées et des mâchoires tombées. Une femme de la 3e rangée serrait son sac à main plus fort. Un homme plus âgé s'est penché en avant, son front s'est peut-être moqué. Gérald ne s'en est pas soucié. Ou peut-être. Gérald ne sent. Au banc, le juge Frank Caprio est resté immobile. Son expression n'a pas changé. Ses mains sont restées pliées, son stylo posé contre un fin bloc-notes rempli d'une sténographie presque illisible. Connu dans toute la ville pour son comportement calme et ses décisions empathiques, le juge Caprio avait déjà fait face à des accusés en colère. Mais c'était différent. Ce n'était pas seulement un défi. C'était une humiliation calculée, dirigée non pas contre le juge, mais contre quelqu'un qui se tenait tranquillement à côté de Gérald. Un adolescent maigre et à la voix douce, aux yeux baissés et au téléphone fissuré nerveusement dans sa poche arrière. Malik Kane avait 17 ans, grand pour son âge, mais toujours garçon autour des joues. Il se tenait les mains jointes dans le dos, essayant de disparaître dans l'espace qu'il occupait. Son sweat à capuche était propre mais fané au niveau des coudes, et les semelles de ses baskets avaient commencé à se séparer près des orteils. Il ne parlait pas. Pas encore. Mais son silence criait plus fort que les insultes de Gérald. Alors que l'homme à côté de lui continuait sa tirade, le visage du garçon rougissait, non pas de culpabilité, mais de honte qui n'était pas à lui. Ses épaules s'affaissaient à chaque mot. Il n'a même pas bronché quand Gérald s'est moqué et a dit que le juge était doux envers les enfants qui veulent juste jouer à la victime. Le juge Caprio a lentement levé un sourcil. C'était un geste qui avait du poids, le genre qui a fait réfléchir même l'accusé le plus confiant. Gérald ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est penché plus loin sur la banquette, confiant dans sa performance. À mon époque, a-t-il aboyé, nous n'avons pas élevé de pink qui se plaignait des contraventions de stationnement. Nous avons payé l'amende et sommes passés à autre chose comme des hommes. Ces enfants, doux, gâtés, paresseux. Sa voix trempait, du venin s'enroulait autour de chaque syllabe. Et celui-ci, il ne possède même pas de voiture. Que fait-il ici? Des murmures ont balayé la salle d'audience comme une brise dans les hautes herbes. Quelques personnes se sont regardées, ne sachant pas si elles assistaient à une affaire de routine ou à quelque chose qui ne devrait pas se produire en public. Un homme âgé près du dos a ajusté ses lunettes. Une femme tenant un enfant s'est penchée plus près pour écouter. Même l'huissier, debout face de pierre près de la sortie, a changé de position. Personne n'avait jamais élevé la voix comme ça devant le juge Caprio et s'en était sorti. Personne n'a osé. Et pourtant, Gérald continuait, sa voix retentissante alors qu'il décrivait comment Malik cachait probablement quelque chose, comment il devrait être reconnaissant que quelqu'un comme moi mette même de la nourriture dans son assiette. Il n'y avait aucune mention d'amour. Pas de protection. Pas de ton paternel. Juste une fierté et une domination froide déguisée en discipline. La tête de Malik tomba plus bas. Ses lèvres se resserrèrent. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement, se pressant dans ses paumes jusqu'à ce que les jointures pâlissent. Le juge Caprio s'est finalement penché en avant. Sa voix ne s'est pas élevée. Ce n'était pas nécessaire. « Monsieur Kane, a-t-il dit, le ton net et régulier, j'ai entendu votre point de vue. Maintenant, j'aimerais entendre votre beau-fils. Malik, aimeriez-vous parler pour vous-même » Le regard du juge, bien que doux, portait une fermeté qui coupait l'attention. Ce n'était pas une demande. C'était une invitation à être vu. Malik n'a pas répondu immédiatement. Pendant une seconde, il a semblé figé sur place, comme une photo laissée sous une vitre. Puis lentement, presque imperceptiblement, il a hoché la tête. Sa gorge a fonctionné pour avaler la pression qui s'était accumulée depuis leur entrée dans le palais de justice. Gérald a marmonné quelque chose dans son souffle,
mais le juge a levé une main pour le calmer, sans jamais quitter le garçon des yeux. La salle d'audience a retenu son souffle. Malik leva les yeux, pas complètement, juste assez pour que ses yeux rencontrent ceux du juge. C'étaient des yeux fatigués, du genre qui en savait plus qu'il ne le devrait à cet âge. Mais derrière eux, il y avait un scintillement de quelque chose qui n'était pas encore éteint. Peut-être de l'espoir. Peut-être du courage. Ou peut-être le simple besoin d'être entendu pour une fois dans sa vie. Il a fait un pas en avant, se tenant un peu plus droit maintenant. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire. Les mots n'étaient pas répétés. Il n'y avait pas eu de temps pour ça. Mais pour la première fois depuis des mois, il avait l'impression que quelqu'un lui demandait réellement ce qu'il pensait. Pas seulement exiger l'obéissance ou le silence. Un bourdonnement silencieux a cliqué au-dessus de la tête alors que le microphone du tribunal s'ajustait, et la voix de Malik a finalement traversé le calme, douce mais claire. Il a commencé par le billet. Comment ce n'était pas de sa faute? Comment il n'était même pas dans la voiture ce jour-là? Puis, lentement, sans le vouloir, ces mots ont commencé à dériver, comme un barrage qui craquait. Il a parlé de la maison. De la façon dont les choses ont changé lorsque Gérald a emménagé. Comment sa mère a commencé à travailler de plus longues heures mais avait moins d'argent. Comment Gérald a refusé de payer le billet et lui a dit « Si tu es assez homme pour rentrer de l'école à pied, tu es assez homme pour me représenter au tribunal. » Des halètements ont traversé la salle d'audience. Le juge a écouté, le stylo immobile maintenant. Gérald a croisé les bras, sa mâchoire serrée, plus si fort. Les paroles de Malik ne sont pas venues comme une attaque. Elles sont venues comme une confession de quelqu'un qui ne savait pas s'il serait cru. Une vérité tranquille pressée sous des mois de silence et d'obéissance forcée. Et plus Malik parlait, plus la salle semblait changer. Les spectateurs ne se contentaient plus de regarder une affaire judiciaire. Ils assistaient à quelque chose qui se déroulait, quelque chose de plus honnête, de plus douloureux, de plus réel que ce à quoi on s'attendait un jeudi matin tranquille. Le juge Caprio hocha lentement la tête quand Malik eut terminé. La pièce était immobile, mais maintenant elle vibrait d'autre chose. Pas de peur. Pas de colère. Quelque chose de plus proche de la clarté. La vérité, une fois dite à haute voix, ne pouvait pas être remise. Et c'est là que tout a commencé à changer. La voix de Malik a commencé doucement, les bords de ses mots se sont effilochés d'hésitation, mais chaque phrase a trouvé sa colonne vertébrale au fur et à mesure qu'il continuait. La salle d'audience, remplie de gens qui, il y a quelques minutes, avaient à peine remarqué l'adolescent, s'est maintenant accrochée à chaque syllabe. Il n'a pas regardé Gérald, pas même une seule fois. Ses yeux étaient fixés juste au-dessus du banc, verrouillés sur le mur du fond derrière le juge Caprio, comme s'il parlait à quelque chose de plus grand que n'importe quel homme dans la pièce. Il a dit que Gérald n'était pas son vrai père, qu'il avait épousé sa mère l'année dernière et qu'en quelques mois, ils avaient repris leur vie comme une tempête qui ne l'avait jamais quitté. Il a parlé de la façon dont la maison avait changé. Pas seulement les meubles ou les factures, mais le sentiment. Ce n'était plus comme à la maison. Le sourire de sa mère s'est évanoui, tout était devenu celui de Gérald, du thermostat au compte bancaire. Alors que les paroles de Malik se répandaient, la salle d'audience semblait se contracter vers l'intérieur. Gérald se tenait raide à côté de lui, la mâchoire serrée, les bras croisés serrés sur sa poitrine comme s'il essayait d'empêcher quelque chose de fuir. Mais il était trop tard. La marée avait changé. Malik a décrit comment Gérald lui avait reproché le ticket de parking, même s'il n'avait pas conduit la voiture. Ce n'était même pas enregistré au nom de Malik, mais Gérald a insisté pour que le garçon soit celui qui comparaisse devant le tribunal, pour apprendre la responsabilité, avait-il dit. Seulement maintenant, ces mots ressemblaient à quelque chose de beaucoup plus sombre, la manipulation portant un masque de sagesse. Au fur et à mesure qu'il parlait, les détails s'aiguisaient. Sa voix tremblait, mais elle ne faiblissait plus. Il se souvenait de moments qui n'avaient jamais été entendus à haute voix. La fois où il a trouvé Gérald en train de lire le courrier de sa mère, d'ouvrir des relevés bancaires et de transférer de l'argent sur un compte dont Malik n'était pas censé être au courant. La nuit où il a été exclu de la maison après l'école et forcé de dormir sur le porche jusqu'au matin, tandis que Gérald a affirmé que c'était une leçon de respect. L'enseignante qui a appelé à la maison à propos de la baisse soudaine des notes de Malik a été menacée d'une plainte pour harcèlement si elle recontactait la famille. Malik n'a jamais oublié la façon dont sa voix s'est brisée la dernière fois qu'elle l'a écarté et lui a demandé s'il était temps. Les halètements ont eu des ondulations calmes,
pas dramatique mais collective. Les gens se sont déplacés dans leurs sièges, les sourcils froncés, les mains agitées par les brochures de la salle d'audience. Quelques-uns ont regardé vers Gérald maintenant avec une expression différente, plus de curiosité, mais d'inquiétude. Certains se sont même tournés vers les agents près de la porte, comme s'ils s'attendaient à ce qu'ils bougent. Un agent, debout près du mur du fond, a subtilement ajusté sa position. Son visage était serré, son regard n'était plus neutre. Le juge Caprio n'a pas parlé. Pas encore. Sa main bougeait légèrement, le stylo dérivant sur son bloc-notes jaune avec un rythme qui reflétait son esprit de traitement. Il n'écoutait pas seulement, il absorbait. Référençant chaque détail, chaque revendication, avec quelque chose de plus profond derrière ses yeux. Il avait entendu suffisamment de disputes familiales au cours de ces années pour savoir quand un enfant fabriquait et quand un enfant se libérait enfin. Puis quelque chose s'est produit. À peine perceptible pour la plupart, mais clair comme le jour pour Caprio. L'un des officiers de la salle d'audience, un homme bien habillé avec une doublure argentée sur les tempes et la posture de quelqu'un qui avait l'habitude de commander, s'est subtilement raidi. Lieutenant Warren Delvecchio. Il ne réagissait pas aux paroles de Malik. Il réagissait au nom, Gérald Kane. Caprio l'a vu dans la contraction de l'œil de l'homme, dans la façon dont son pouce s'est déplacé sur l'étui de sa hanche. Il y avait là une reconnaissance. Et pas le bon. Le regard du juge s'est déplacé. Pendant une seconde, il a étudié le lieutenant, puis a tourné son attention vers Gérald, qui avait maintenant l'air un peu moins certain qu'avant. Sa posture n'avait pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux avait, comme si les murs de sa performance commençaient à se fissurer. Sa respiration devenait moins profonde. Il n'a pas regardé l'officier, mais Caprio a remarqué la légère contraction de sa tempe, la façon dont son regard a volé vers le sol puis vers la galerie. Caprio s'est légèrement penché sur sa chaise, posant sa main sur le bois poli du banc. Sa voix était basse et mesurée. Il a dit que Malik avait été entendu, et maintenant le tribunal aborderait la question de la responsabilité. Mais avant de continuer, il avait une question pour M. Kane. Son ton est resté uniforme, mais ses paroles étaient indubitables. Il a demandé à Gérald pourquoi il avait l'air nerveux. La question est restée en l'air plus longtemps que prévu. Gérald a avalé fort, le son à peine audible mais assez épais pour faire tourner quelques têtes. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a ri, court et respirant, pas confiant. Ses épaules se sont retirées pour se défendre. Il a marmonné quelque chose sur le fait de ne pas être nerveux, juste fatigué d'être manqué de respect. Mais la pièce ne le croyait plus. Le stylo du juge Caprio a cessé de bouger. Il l'a mis de côté, croisant lentement les mains alors que ses yeux se verrouillaient sur le visage de Gérald. Il n'y avait aucun sourire, aucune trace de sa chaleur habituelle. Juste du silence, le genre qui démange la peau d'un homme. Dans ce silence, quelque chose de plus profond est apparu. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un ticket de parking. Plus maintenant. Le témoignage de Malik avait décollé la couverture sur une pourriture plus grande. Gérald n'était pas un délinquant de contrôle ou de cruauté pour la première fois. Les schémas étaient trop précis. Trop pratiqués. La salle d'audience ne l'avait pas vu venir, mais maintenant, l'odeur était partout. C'était dans la façon dont Gérald se tenait, si sûr de sa place au-dessus des autres. C'était dans la façon dont le lieutenant Delvecchio est passé de détendu à rigide, dans la façon dont les notes de Caprio correspondaient soudainement à quelque chose de plus ancien, quelque chose d'enterré. Le juge a demandé à l'huissier de demander l'accès aux dossiers municipaux scellés, tranquillement. Pas de fanfare. Pas d'annonce. Mais quelques assistants juridiques de la galerie ont échangé des regards. Ils savaient ce que cela signifiait. Le nom de Gérald Kane n'était pas seulement familier au lieutenant. Il était lié à des rapports qui n'ont jamais dépassé les examens internes. Il était lié à 2 plaintes de logements rejetés. Une démission d'enseignant. Un conseiller scolaire a réaffecté dans la semaine suivante le signalement de préoccupation. Et d'une manière ou d'une autre, à chaque fois, rien ne collait. Jusqu'à maintenant. Ce que Gérald ne savait pas, ce que personne dans la salle ne comprenait encore pleinement, c'est qu'il était entré dans la seule salle d'audience où le silence n'avait aucun pouvoir. Parce que l'homme derrière le banc n'était pas seulement un juge. C'était un auditeur. Un batiseur de vérité. Un briseur de cycles. Et la voix de Malik venait de faire éclater quelque chose.
Et ce qui s'est passé ensuite exposerait une piste à laquelle personne ne s'attendait. Au moment où la récréation a été appelée, la salle d'audience a expiré comme une. Les gens s'étiraient, murmuraient, vérifiaient les téléphones, mais il n'y avait pas de bavardage habituel. L'air portait toujours de la tension, comme une corde de violon serrée mais pas encore pincée. Le juge Caprio ne s'est pas attardé. Il a quitté le banc avec un but calme, mais ceux qui regardaient de près pouvaient le voir, quelque chose bougeait derrière ses yeux. Il a franchi la porte latérale et descendu un couloir calme qui menait à ses chambres. À l'intérieur de la modeste pièce aux murs lambrissés de chêne et à une fenêtre poussiéreuse faisant face à une allée de briques, il a attrapé un vieux téléphone à cadran noir monté à côté d'une étagère bordée de journaux juridiques et de lettres personnelles. Il a lentament le cadran. L'appel s'est connecté sur la 3e sonnerie. À l'autre extrémité se trouvait Elias Marin, un nom qui a jadis fait la une des journaux dans tout l'État, maintenant chuchoté à voix basse par ceux qui se souvenaient de l'incendie de sa salle d'audience. Un procureur fédéral à la retraite avec une mémoire photographique et un tempérament qui avait démantelé les empires, Elias n'était pas entré dans une salle d'audience depuis près de 5 ans. Mais quand Caprio a parlé, le passé a remué. En 1 heure, le couloir du fond a bourdonné d'une urgence retenue alors qu'Elias entrait par une entrée latérale, tenant un dossier en cuir sous un bras. Il était vieux, usé et marqué d'un seul nom en rouge, Kane, Sealed Record. Son trench-coat brillait encore de la pluie, et ses pas étaient lents mais il n'a rien ouvert le dossier de chaos. Le dossier contenait plus que des documents judiciaires. C'était un modèle assemblé au fil des ans, dossiers financiers, plaintes anonymes, notes manuscrites de témoins qui avaient disparu depuis. Le nom de Gerald Kane est revenu à plusieurs reprises, dans des allégations de coercition, de signatures falsifiées, de transferts d'actifs et de menaces discrètes qui n'ont laissé aucune échymose mais ont laissé des vies brisées. La pièce la plus accablante était une affaire d'il y a 3 ans impliquant 2 mères célibataires et un programme de logement financé par l'Église. Gerald avait fait l'objet d'une enquête pour avoir manipulé le système de subvention en falsifiant des baux et en drainant leurs allocations par des contrats de location frauduleux. Elias avait construit une affaire suffisamment hermétique pour être jugé, jusqu'à ce que le nom du sénateur de l'État apparaisse sur le registre. Un cousin tranquille avec des poches profondes et des amis plus profonds. L'affaire a été classée du jour au lendemain par Elias. Mais elle n'a jamais été résolue par Caprio. Dans la salle d'audience, les gens étaient retournés à leur siège, ignorant que le fusible brûlait tranquillement sous le plancher. Gerald s'assit à nouveau à côté de Malik, sensiblement plus silencieux maintenant, mais toujours en posture, les jambes écartées, les doigts tapant sur le côté de la chaise comme s'il préparait sa prochaine excuse. Malik gardait ses distances, les yeux en avant, les mains serrées sur ses genoux. Son silence n'était plus peur maintenant. C'était concentré. Lorsque le tribunal a repris, le comportement du juge Caprio avait subtilement changé. Son ton était toujours calme, mais il y avait un nouveau poids derrière, comme s'il ne se contentait plus de présider une affaire, mais de dénicher quelque chose qui exigeait justice depuis longtemps. Avant que quiconque puisse parler, une voix douce s'est détachée de la galerie. Cela venait de la rangée du fond, où une femme était assise tranquillement toute la matinée. Elle se tenait lentement, son sac à main serré devant elle, les yeux fatigués mais résolus. Denise. La mère de Malik. Elle n'avait pas parlé plus tôt. Elle n'avait même pas bronché quand Gerald a élevé la voix ou quand Malik a raconté son histoire. Mais maintenant, alors que sa voix traversait la salle d'audience, c'était comme entendre la vérité enfin sortir des eaux profondes. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas prévu de parler. Elle était venue uniquement pour regarder, pour protéger son fils de sa présence. Mais maintenant, a-t-elle dit, le silence ressemblait à une reddition. Dans ses mains, elle tenait un mince dossier, tremblant légèrement en s'approchant du banc. Elle avait elle-même imprimé toutes les pages, relevés bancaires, titres de voiture, avis de prêt qu'elle n'avait jamais signés. Chaque feuille racontait la même histoire en chiffres froids et en encre falsifiée. Gerald avait vidé ses comptes, réacheminé ses chèques de paie et ouvert un deuxième bail de voiture au nom de Malik en utilisant des documents de tutelle falsifiés. Cette voiture avait reçu une contravention le mois dernier dans une zone commerciale, déclenchant la violation de stationnement qui les avait tous amenés ici. Denise n'a jamais su. Elle ne l'a découvert que lorsque Malik l'a confronté, tremblant de honte, lui demandant s'il avait ruiné leur crédit. Sa voix s'est brisée en le disant. Il a donné l'impression à mon fils d'avoir cassé quelque chose. Mais ce n'a jamais été sa faute.
Le juge Caprio a pris le dossier avec des mains lentes, feuilletant les pages. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais de quelque chose de plus profond, le poids de la trahison, des années de silence maintenant brisées devant lui. Il a posé la dernière page et a regardé Gérald, qui avait finalement arrêté de taper. Il n'y avait plus de bruit maintenant dans la salle d'audience. Juste le son du souffle. Les paroles du juge étaient basses mais sonnaient comme de l'acier. Il a dit à Gérald que la vérité s'était cachée sous la paperasse et la fausse autorité, mais qu'elle était finalement apparue. Et puis, dans un moment qui serait plus tard cité dans les manchettes et rejoué dans des dizaines de clips viraux, Caprio a dit les mots qui ont ouvert la pièce. « Monsieur Kane, vous ne sortez pas de cette salle d'audience comme vous êtes entré. » Gérald se raidit, la tête légèrement tournée vers la sortie comme s'il évaluait ses chances. Mais il était trop tard. Caprio s'est tourné vers l'huissier et a demandé une requête en révision immédiate. Le dossier a été soumis en preuve. Mais l'audience n'était pas encore terminée. Alors que Caprio commençait à préparer les prochaines étapes, un remaniement silencieux est venu du côté de la salle d'audience, juste à l'extérieur des portes. Le juge a fait une pause, sentant quelque chose d'inconnu. Un grand homme est entré dans la pièce. Sa présence a attiré l'attention sans dire un mot. Il portait un pardessus sombre, une posture militaire droite et un feu calme derrière les yeux. Il a marché avec détermination dans l'allée centrale jusqu'à ce qu'il atteigne la première rangée. Les yeux de Malik se sont écarquillés. Denise s'est couvert la bouche. L'homme a posé une main gantée doucement sur l'épaule de Malik, puis s'est adressé au juge. Sa voix était égale, mais portait un poids qui faisait tourner la tête. Il s'est présenté comme Henry Trainor, ancien juge en chef de la Cour suprême de l'État. Et plus important encore, a-t-il dit, le tuteur légal de Malik par décret scellé. La salle a retenu son souffle. Mais le vrai rebondissement ? Malik n'était pas seulement un adolescent, il avait un tuteur légal caché qui était sur le point d'arriver. Les portes arrière de la salle d'audience se sont ouvertes avec un gémissement silencieux qui a fait taire même le mélange de chaussures agitées. En marchait un homme dont la présence semblait ralentir le temps. Le juge émérite Henry Trainor, autrefois la voix derrière certaines des décisions les plus déterminantes de l'État, s'est avancé avec un calme délibéré. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés, son long manteau tombant avec la précision nette d'un homme qui avait vécu par principe et précédent. Bien qu'à la retraite depuis des années, ses pas portaient toujours le poids discret de la justice. Il n'a pas regardé la foule ou les caméras qui avaient commencé à clignoter dans la rangée arrière. Ses yeux n'ont trouvé que deux personnes, son petit-fils et l'homme qui avait essayé de l'effacer de l'histoire. Malik se retourna quand il sentit la main sur son épaule. Pendant une seconde, son souffle se rattrapa. Il n'avait pas vu son grand-père depuis que Gérald avait forcé la famille au silence, utilisant la manipulation et de faux papiers pour convaincre tout le monde, y compris les tribunaux, que Malik n'avait plus besoin d'un tuteur. C'était la première fois depuis des mois que Malik se permettait de croire que quelqu'un dans son coin était toujours debout. Henry fit un petit signe de tête, qui disait tout sans dire un mot. Ce n'était pas seulement du réconfort. C'était un signal. Une ligne avait été franchie, et maintenant il était temps d'en tracer une nouvelle. Le juge Caprio s'est levé alors que la salle d'audience s'adaptait à la présence soudaine de quelqu'un qu'il reconnaissait dans les manuels, les reportages et les plaques d'état. Il a offert la parole à Henry, et d'une voix qui n'avait pas vieilli d'un jour en autorité, l'ancien juge en chef a déclaré qu'il détenait des documents scellés. Les documents de tutelle n'ont jamais été légalement annulés, seulement supprimés par quelqu'un avec un poids politique et un mobile sombre. Gérald n'avait jamais annulé cet ordre. Il ne pouvait pas. Et maintenant, il n'aurait pas le temps d'essayer. Le juge Caprio a examiné le document personnellement, ses yeux traçant la signature en bas comme s'il regardait l'histoire se réaligner. Le papier tremblait légèrement entre ses doigts, mais sa voix est restée ferme alors qu'il signait la motion qui rétablissait la tutelle dans son intégralité. Henry était maintenant, officiellement et sans contestation, le seul protecteur légal de Malik. Gérald s'est déplacé sur son siège, les lèvres se séparant comme pour se disputer, mais cette fois, aucun son n'est sorti. Pour la première fois, son arrogance n'avait nulle part où atterrir. L'huissier s'avança alors que le juge continuait. De nouvelles accusations étaient énumérées à haute voix, abus financiers, fraude d'identité, entrave à la justice. Chacune creusait plus profondément dans le silence que Gérald avait jadis commandé avec aisance. Son visage rougissait,
Ses mains tremblaient avec l'envie de s'en prendre, de reprendre le terrain qu'il venait de perdre. Mais il n'y avait plus personne à intimider. Pas le garçon qui se tenait maintenant debout, pas la mère qui avait trouvé sa voie, et certainement pas les deux juges qui le flanquaient comme des piliers jumeaux de la vérité. Lorsque les menottes ont cliqué autour des poignets de Gérald, le son était subtil, mais définitif. La salle d'audience n'a pas éclaté. Ce n'était pas nécessaire. Au lieu de cela, des applaudissements bas et réguliers se sont répandus dans toute la pièce. Ce n'étaient pas les applaudissements du drame. C'étaient les applaudissements de la reconnaissance, d'une erreur corrigée, de la vérité rentrant dans un espace dont elle avait été expulsée depuis trop longtemps. Même l'huissier, généralement sévère et silencieux, s'est permis une bouffée de satisfaction en guidant Gérald. L'homme a aboyé des menaces vides, marmonnant sur les avocats, la vengeance et les malentendus. Mais personne ne le regardait plus. Il n'était plus le centre de rien. Malik se tenait à côté de son grand-père, et le garçon qui était entré petit et plié se tenait maintenant comme une branche atteignant enfin le soleil. Denise essuya les larmes de ses joues sans honte, regardant enfin son fils se lever de l'ombre qu'elle s'était sentie impuissante à enlever. Le juge Caprio se pencha en avant, la voix basse mais forte, traversant la pièce comme une boussole morale trouvant enfin sa marque. Il a dit que parfois, le manque de respect n'était pas seulement une insulte, c'était un miroir. Et aujourd'hui, M. Kane se voyait pour ce qu'il était vraiment. Alors que Gérald était conduit par la porte latérale, celle réservée à ceux qui avaient perdu le droit de partir librement, Malik s'est retourné et a fait face à la foule. Un journaliste près de l'arrière a levé la main et a demandé ce qu'il ferait ensuite, hésitant, ne sachant pas si c'était le bon moment. La réponse de Malik est venue sans hésitation. Il a dit qu'il finirait l'école. Et plus important encore, il s'assurerait que des gens comme Gérald ne s'en sortent plus. Alors que la salle se vidait lentement, les gens s'attardaient, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui leur rappelait pourquoi la loi importait, pourquoi les voix importaient, pourquoi la vérité, bien que souvent enterrée, a toujours le pouvoir de se lever. Malik et son grand-père sont sortis ensemble, la lumière du soleil qui attendait aux portes du palais de justice projetant leur silhouette sur le sol en marbre poli. Ce n'était pas seulement la fin d'une affaire. C'était le début d'une vie qui n'était plus dictée par la peur. Si cette histoire vous a donné des frissons, partagez-la. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si vous croyez que la justice a toujours une voix.